bonsoir et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Ce soir, laissez-vous emporter par la légende de Cléopâtre, souveraine aux charmes envoûtants, dont l'intelligence et la passion façonnèrent le destin d'un empire à l'aube de son déclin. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous bercer par cette histoire éternelle. Chapitre 1. Les racines du Nil. Partie 1. Naissance d'une dynastie. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les tentures de lin fin du palais de Memphis, baignant la pièce d'une clarté douce et dorée. Dans le silence feutré de l'alcôve royale, un souffle nouveau éveillait l'Égypte à son destin. Le Nil, glissant en contrebas, murmurait ses légendes millénaires, tandis que les roseaux bruissaient sous la caresse d'une brise légère, porteuse de grains de sable et de promesses lointaines. En cet instant, le monde semblait suspendu. L'air vibrait de chants sacrés entonnés par les prêtresses, et chaque vibration résonnait contre la pierre polie comme un appel à l'harmonie des éléments. Au centre de la pièce, un berceau de bronze ciselé reposait sur un socle de marbre noir. Ses montants élancés évoquaient les pétales d'un lotus déployé, symbole de renouveau et de pureté. À l'intérieur, drapé de tissus pourpres et d'étoffes d'or finement tissées, la princesse Cléopâtre ouvrit les yeux pour la première fois. Son regard, empreint d'une sagesse remarquable pour son jeune âge, croisa celui de la prêtresse en chef qui, d'un geste solennel, la présenta au cortège assemblé. Des volutes d'encens de myrrhe s'élevèrent sous le dais, enveloppant la pièce d'un parfum entêtant, tandis qu'un sistre d'argent tinta doucement, marquant l'instant précis où la destinée se liait aux étoiles. Autour du berceau, les dignitaires macédoniens se tenaient droits, drapés de toges ivoires ourlées de pourpre, le regard grave. Parmi eux, Antipater, ambassadeur du royaume séleucide, observait avec un mélange de respect et de curiosité, conscient que l'enfant né ce jour-là incarnerait plus qu'une simple héritière. Elle serait le trait d'union entre la culture hellénique et la tradition millénaire d'Égypte. Face à eux, les prêtres d'Osiris, vêtus de pagnes immaculés et ceintures d'émeraude, inclinaient la tête en silence, offrant au nouveau-né la bénédiction des anciens dieux. Le roi Ptolémée XII, le visage marqué par les années de lutte pour maintenir son trône, s'avança. Chaque pas résonnait avec une solennité profonde, comme si la pierre elle-même rendait hommage à son pouvoir. Il tendit la main gantée de pourpre et posa délicatement ses doigts sur la tête de l'enfant. Dans un murmure grave et mesuré, il prononça une invocation qui vibra contre les colonnes de pierre. « Ô Isis, déesse de la magie et de la maternité, accorde à ma fille la clairvoyance des astres. Ô Horus, protecteur des rois, veille sur sa destinée. Que son règne, un jour, unisse les peuples sous la bannière de la paix. » Au même instant, un rare phénomène céleste acquiesça au vœu royal. Une comète au reflet pourpre traversa le ciel matinal, laissant derrière elle une traînée argentée que nul ne serait prêt d'oublier. Les astrologues, agenouillés dans l'ombre, levèrent les yeux avec révérence. Selon leurs calculs, la trajectoire de l'astre sacré annonçait la naissance d'une souveraine extraordinaire, dont l'influence dépasserait les frontières connues, jusqu'au cœur même de Rome et d'Alexandrie. La scène prit alors une dimension quasi mythique. Des prêtresses coiffées de plumes de paon
dansèrent en cercle autour du berceau, faisant vibrer les percussions de leurs sistres, tandis que des chants, en vieux copte, se mêlaient à la langue grecque d'un chœur solennel. Les torches de bronze projetèrent des ombres gigantesques, donnant l'impression que des divinités antiques descendèrent du plafond peint de fresques étoilées pour contempler la nouvelle venue. Chaque battement de tambour résonnait comme un battement de cœur universel, liant le destin de l'enfant à celui de l'Égypte tout entière. Plus tard, lorsque le cortège se dispersa et que le tumulte des festivités s'éloigna, le silence reprit ses droits dans le palais. Les vents, apaisés, ne murmuraient plus que le léger froissement des voiles, et l'écho lointain des clochettes des jardins suspendus perçait à peine l'air. Dans la chambre adjacente, la reine Cléopâtre V, visage marqué par la fatigue des couches, souriait doucement. Ses traits, à la fois durs et tendres, reflétaient l'héritage complexe d'un peuple défiant le temps. Elle effleura doucement la joue de son enfant, déposant un baiser empreint d'espoir et de secrets ancestraux. La nouvelle princesse, enveloppée de silence, sembla comprendre que son voyage commençait bien avant ses premiers pas. Les fresques immenses de la chambre racontaient déjà son histoire. On y voyait la déesse Isis offrant la sagesse à une jeune fille, Horus levant son sceptre au-dessus d'un trône, et, au centre, un lotus ouvert, irradiant une lumière dorée. Les images, frappées dans la pierre, rappelaient à quiconque posait les yeux sur elle que la destinée de Cléopâtre était scellée depuis l'aube des temps. Alors que Memphis s'éveillait à la clameur des corbeaux et aux prières des matines, le Nil coulait, inlassable et éternel, portant en lui la mémoire de toutes les reines, rois et conquérants. Dans ces eaux, on disait que les voix des anciens pharaons chuchotaient, transmettant leurs conseils à qui savait écouter. Cette rivière, gouffre de légende, serait le témoin silencieux des épreuves à venir, des alliances scellées dans la poussière des caravanes, et des conflits façonnés par l'ambition des mortels. Ainsi débuta l'histoire de Cléopâtre, tissée dans l'étoffe même des dieux et des hommes, une odyssée qui un jour franchirait les murs d'Alexandrie pour ébranler les fondations de Rome. Jamais le monde n'aurait imaginé qu'une enfant née sous une comète pourpre deviendrait la dernière reine d'un empire millénaire, la gardienne d'un secret capable de changer le cours de l'histoire. Partie 2. Le cœur de l'Égypte. Les portes monumentales de Memphis s'ouvrirent sur un monde en effervescence, où la poussière dorée du désert se mêlait aux senteurs capiteuses de l'ilang-ilang et du cyprès. Depuis son berceau, Cléopâtre percevait déjà le souffle puissant du royaume, le martèlement des sabots des chevaux, le cliquetis des boucliers de bronze, le chant rauque des marchands syriens, criant l'arrivée de leur soierie chatoyante. Chaque pierre des remparts vibrait de cette vie foisonnante, gardant en mémoire les conquêtes des rois et les révoltes des populations vassales. Aux abords du temple de Ptah, les prêtres encapuchonnés se mouvaient comme des ombres, offrant aux fidèles des statuettes de divinités protectrices, tandis que le son obsédant d'un tambourin rythmait les gestes précis des danseuses sacrées. Sous le dôme où circulait un courant d'air frais, Cléopâtre, emmaillotée dans un hijab d'étoffe légère, fut conduite par sa gouvernante vers la grande cour intérieure. Là, un bassin de cuivre poli reflétait les lignes parfaites des colonnes ornées de hiéroglyphes racontant l'épopée des Ptolémées. Des nénuphars blancs flottaient sur l'eau.
exhalant un parfum cristallin. Et chaque feuille semblait caresser la surface, invitant l'enfant à perdre son regard dans le miroir humide. Les rayons du soleil, filtrant à travers les arcades, jouaient sur sa peau douce, comme pour lui apprendre que le royaume tout entier se mirait dans ses yeux naissants. Tandis qu'elle explorait ces espaces sacrés, la voix grave de l'historien royal, Calixène, la guida vers une stèle monumentale. Les caractères gravés relataient la fondation mythique de Memphis, lorsque l'esprit de Ptah avait façonné le monde de ses mains divines. Calixène effleura les symboles, les yeux brillants d'érudition. Ici, ta lignée trouve ses racines dans la pierre et la magie. Chaque pharaon, depuis les premiers seigneurs du désert jusqu'à tes ancêtres hellénistiques, a entretenu le lien entre les hommes et les dieux. Toi-même, future souveraine, tu seras le maillon qui reliera le passé à l'avenir. Les mots, portés par un silence respectueux, résonnèrent dans le cœur de la petite princesse, éveillant en elle le poids de ce nom, tantôt protecteur, tantôt redouté. Les journées suivaient un rythme immuable. Dès l'aurore, le héros royal parcourait la cité pour proclamer les décrets du roi, tandis que les artisans, sous le regard vigilant des contremaîtres, façonnaient des offrandes de pierre, d'or et d'ivoire. Cléopâtre assistait, fascinée, au martèlement des ciseaux de bronze contre le granit, au chant cristallin des fileuses de lin, au tiraillement des voiles de soie sur les métiers attissés. Chaque son, chaque odeur se fixait dans sa mémoire, comme les fragrances d'un rêve qu'elle apprendrait un jour à décrypter. À l'heure du midi, le Nil, vaste et imperturbable, offrait une scène différente. Sur ses berges, les barques chargées de blé descendaient vers Alexandrie, tandis que des pêcheurs, enveloppés de voiles pourpres, lançaient leurs filets en arc de cercle. Le clapotis de l'eau contre la coque résonnait avec une douceur hypnotique, et la vue de ces embarcations s'enfonçant vers l'horizon donnait l'impression que le royaume tout entier flottait sur un océan doré. Les marchands égyptiens négociaient âprement le cours des céréales, tandis que des contrebandiers syriaques, tapis à l'ombre des palmiers, échangeaient à voix basse leurs lingots d'or contre des épices. Cléopâtre, drapée dans un manteau de lin blanc, observait ce ballet, ressentant déjà l'étendue de son futur domaine, un monde de richesses infinies, mais aussi de fragiles équilibres. Lorsque le soleil déclinait, une clameur montait des faubourgs. Les gladiateurs grecs répétaient leurs duels, affûtant leurs lames et ajustant leurs casques de bronze. La foule, rassemblée derrière des rambardes de bois, applaudissait chaque parade, chaque riposte. Les esclaves, lourdement enchaînés, exécutaient des danses rituelles sous les braseros flamboyants, suppliant les dieux de leur accorder un brin de miséricorde. Dans cette atmosphère dramatique, Cléopâtre entrevoyait l'âpreté du pouvoir et la violence latente sous la surface scintillante du royaume. Déjà, elle comprenait que sa fonction de reine exigerait non seulement la grâce d'une déesse, mais aussi la fermeté d'une guerrière. À la tombée de la nuit, les lampes à huile s'allumaient dans les ruelles, dessinant des cercles de lumière vacillants sur les murs de Pizée. Les familles se réunissaient autour de banquets modestes, partageant du pain au cumin, des figues confites et du vin épicé. On entonnait des ballades dédiées à Osiris, évoquant sa résurrection et la promesse d'une vie au-delà de la mort. Dans chaque foyer, l'histoire des dieux se tissait à celle des hommes, créant un univers où le sacré et le profane
demeuraient indissociables. Sous un dais de tentures brodées d'or, Cléopâtre, blottie contre la poitrine de sa nourrice, le visage illuminé par l'éclat tremblant des flammes, écoutait ces récits anciens. Chaque parole, chaque mélodie pénétrait son être, forgeant en elle la conviction que la parole serait l'arme la plus puissante pour gouverner. Ainsi s'écoulèrent tous les premiers mois de la princesse dans le cœur palpitant de l'Égypte. Le royaume, vibrant de couleurs, de sons et de parfums, avait déjà investi son âme d'une ambition silencieuse. Memphis, berceau de sa destinée, était le théâtre d'une initiation sans retour. Au fil des jours, Cléopâtre apprenait à voir, à entendre et à ressentir l'âme de son peuple, celle des esclaves et des prêtres, des marchands et des soldats. Dans ce microcosme de splendeurs et de noirceurs, elle tissait patiemment les fils d'un empire qu'elle, un jour, conduirait vers sa plus brillante apogée. Partie 3. Jeunesse et premiers émois. Sous le voile apaisant d'un matin pastel, Cléopâtre grandissait au rythme immuable des inondations du Nil, dont les eaux montantes charriaient la promesse d'une moisson abondante. Dans les vastes galeries du palais, le parquet de marbre résonnait de ses pas feutrés, tandis que la lumière filtrante à travers les colonnes, ornées de lotus, peignait des arabesques mouvantes sur les murs. Chaque aube lui offrait un tableau différent, des nuées de papillons tournoyant autour des jardins suspendus, un cortège de paons déployant leurs éventails irisés, et le chant métallique des balanciers d'eau, captant la douce course du fleuve. Élevée entre deux mondes, hellénique et égyptien, elle suivait des leçons de grammaire grecque sous la voix grave de l'érudit Aristandre, dont la toge immaculée contrastait avec les parchemins jaunis qu'il déroulait devant elle. Il corrigeait ses premières tentatives de vers, exaltant la musique des mots, tandis qu'à ses côtés, la prêtresse Taous, silhouette voilée, lui apprenait les signes hiéroglyphiques, ces dessins sacrés qui reliaient les vivants aux dieux. À l'ombre d'un sycomore, Cléopâtre écoutait tour à tour les fables d'Homère et les mythes d'Isis, consciente que chaque légende tissait en elle une part de pouvoir et de mystère. Les leçons étaient entrecoupées de moments d'insouciance. Dans la cour intérieure, elle fuyait les jeux de billes des pages pour courir après les flamants roses qui pataugeaient dans les bassins peu profonds. Leurs plumes éclatantes, roses et corail, frôlaient ses doigts avides de douceur, tandis qu'un chat égyptien au pelage tigré se levait contre son mollet, ronronnant comme un chœur harmonieux. Parfois, les serviteurs lui apportaient un plateau de figues juteuses et de grenades éclatantes, dont le jus rubis perlait sur ses lèvres, rappelant la couleur sacrée du sang versé pour honorer les dieux. Dans les couloirs silencieux, elle effleurait les stèles gravées, posant son glacier de petite princesse sur la pierre millénaire. Elle imaginait alors les voix éteintes des pharaons, murmurant des conseils oubliés, et croyait entendre le cliquetis des sandales d'Hatchepsout foulant les dalles sacrées. À chaque rencontre avec les visages sévères des statues, un frisson l'envahissait, comme si l'âme de l'Égypte lui parlait, la guidant vers un destin hors du commun. Elle apprit à écouter ce murmure intérieur, à déchiffrer les présages cachés dans le vol des oiseaux, dans la forme des nuages et dans le scintillement des étoiles. Lorsque tombait la chaleur torride du jour, elle se réfugiait dans la bibliothèque royale, un labyrinthe de tablettes de cire et de papyrus
soigneusement rangées dans des étagères de cèdre. Là, sous l'œil attentif de la scribesse Philomèle, elle retrouvait le goût du savoir, elle mémorisait les hiéroglyphes qui chantaient la vie et la mort, les traités de médecine qu'Hermès Trismégiste avait dictés aux mortels, et les parchemins d'astronomie dévoilant la route des planètes. Le parfum capiteux de l'encens de cèdre se mêlait au parfum de la cire chauffée, créant une atmosphère solennelle, presque magique, où chaque respiration semblait nourrir l'esprit d'une énergie sacrée. Les après-midi, la princesse suivait les cours de rhétorique dispensés par le jeune orateur Pyrrhus, dont la voix vibrante imitait le timbre de l'Aède. Il la faisait déclamer des discours inspirés des philosophes d'Athènes et des sénateurs romains, éveillant en elle l'art subtil de convaincre et de charmer. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sens et d'émotion, et Cléopâtre apprenait à doser son timbre, à tempérer sa passion pour mieux captiver l'auditoire. Elle comprit alors que la parole, maniée avec adresse, serait l'arme la plus puissante de son arsenal, à la tombée du jour, quand le ciel s'embrasait de mauve et de safran. Elle grimpait sur les murs extérieurs pour contempler la cité, livide, sous un voile crépusculaire. Les toits en tuiles vernissées luisaient comme des miroirs, et le Nil étirait son ruban fumant vers l'horizon. Les clameurs lointaines des bateaux chargés de trésors se mêlaient aux chants plaintifs des sirènes marines, légendes venues des côtes lointaines. Dans ces instants suspendus, son cœur s'emplissait d'un désir insaisissable, unir les peuples, façonner un empire où la culture et le commerce tisseraient un réseau d'influence sans rival. Ces émotions naissantes se révélèrent lorsqu'elle rencontra, vers l'âge de 10 ans, son premier compagnon d'amitié et de rivalité, le prince Arsinoé, cousine étrangère et fille du même sang royal. Leur complicité éclata lors de joutes d'esprit. Elle se défiait sur des énigmes, s'appropriait les passages les plus sublimes d'Homère et s'efforçait d'imiter le son des flûtes à bec. Mais l'envie scintillait parfois dans leurs regards. Chacune rêvait de surpasser l'autre, de briller sous les yeux des nobles assistants. Et pourtant, derrière cette rivalité, naquit un lien indéfectible, fondé sur la compréhension, partagée du poids de leur héritage et de la solitude que suscite l'ombre du trône. Les songes de Cléopâtre, baignant dans l'obscurité de ses drapes parfumés, étaient peuplés de figures mythiques. Isis étendant ses ailes protectrices, Osiris brandissant la faux de la justice, et un serpent couronné dont les yeux étincelaient comme des gemmes. Parfois, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, portant à ses lèvres le souvenir flou d'un avertissement divin. Dans ses rêves, le Nil devenait un miroir liquide qui alternait les reflets de paix et de tempête, annonçant en silence les épreuves à venir. Puis venait la caresse d'un premier éveil, au sentiment amoureux. Lors d'une cérémonie sur les rives du fleuve, elle croisa le regard d'un jeune noble étrusque, membre d'une mission diplomatique venu négocier le commerce du vin et de l'huile. Son sourire, discret mais sincère, alluma en elle une chaleur nouvelle. Leurs échanges se faisaient en gestes mesurés et en mots choisis, mêlant latin patricien et grec élégant, jusqu'à ce que Léandre, le noble, lui offre un bracelet tressé d'or et de lapis-lazuli, symbole d'un lien fragile mais vibrant. Pour la première fois, la princesse ressentit la douceur et la douleur de la passion naissante, promise à la discrétion qu'imposait son rang. Ainsi s'achevait son initiation à l'art du monde, une alchimie subtile de savoir
de légendes et d'émotions. Dans l'ombre des palais, Cléopâtre apprenait à composer avec le fragile équilibre du pouvoir et du cœur, forgeant en secret la maturité d'une souveraine qui un jour saura plier l'histoire à sa volonté. Les premières braises de son ambition s'éveillaient doucement, prêtes à embraser le monde lorsque viendrait l'heure de la couronne. Chapitre 2. Couronne et conspiration. Partie 1. Accession au trône. Les vents du désert s'engouffraient dans les couloirs du palais d'Alexandrie, charriant un cortège de poussières et de murmures. Les premières flammes de l'aube effleuraient la silhouette massive du phare, tandis que la ville s'éveillait sous un ciel d'acier. Dans la salle du trône, les colonnes corinthiennes, enlacées de glyptiques de bronze, projetaient des ombres dansantes sur le pavement de marbre noir. Là, réunis dans un silence chargé de tension, les dignitaires macédoniens grimpaient les marches sacrées, prêtres drapés de blanc, généraux en cuir orné de hiéroglyphes, ambassadeurs de royaumes lointains. Tous attendaient l'instant fatal où l'héritière de Ptolémée XII, à peine 16 ans, allait prendre place sur le siège ancestral. Depuis la nuit précédente, la mort du roi avait été scellée comme un secret chuchoté dans l'ombre des alcôves. Une maladie fulgurante, peut-être un empoisonnement ourdi par les ennemis de la cour. Les médecins grecs, au regard fuyant, avaient tenté de masquer la vérité, jetant sur les étendards une linceule de discrétion. Mais le peuple, à l'abri de ses maisons basses de briques cuites, pressentait l'angoisse. Les orpailleurs du port, penchés sur le silence du Nil, voyaient s'effacer sur les eaux l'éclat des lanternes, et comprenaient que l'équilibre fragile de l'Égypte venait de vaciller. Au cœur de la salle, l'immense trône de sycomore poli, incrusté de lapis lazuli et d'or, semblait attendre son règne. Les accoudoirs, sculptés en forme de sphinx gracieux, gardaient la promesse d'une souveraineté à la fois redoutable et sensuelle. Au-dessus, un dais de brocart pourpre, ourlé de motifs solaires, laissait filtrer les premiers rayons du soleil levant. Dans ce clair obscur, la silhouette élancée de Cléopâtre se détachait. Sa robe d'écorce de papyrus, tissée d'argent, épousait sa taille fine, tandis que son diadème, serti de grenats et de perles, capturait la lueur pour la renvoyer en éclats incandescents. Le grand prêtre Psenon, la voix grave et lente, déclara l'ouverture de l'assemblée sacrée. Les hurlements lointains des chacals, résonnant dans la baie, accompagnaient chaque syllabe, comme pour souligner la gravité du moment. Les rubans de fumée dansant d'or s'élevèrent, dessinant dans l'air des volutes en forme de serpent, symbole de protection divine. À cet instant, Cléopâtre avança d'un pas, faisant osciller les perles de sa coiffe selon un rythme imperceptible. Chaque mouvement semblait calculé, empreint de la confiance et de la force intérieure qu'elle avait forgée au fil de sa jeunesse. Ô Cléopâtre, fille d'Isis et de Sébèque, héritière des Ptolémées, tonna le prêtre, reçois le sceptre de tes ancêtres, et que Ra, Osiris et Horus gravent ton nom dans l'éternité. Il tendit vers elle un bâton d'ébène, surmonté d'un scarabée d'or, et une couronne lunaire sertie d'émeraude. Le silence tomba, plus lourd que le granit, jusqu'au souffle retenu des ambassadeurs. Puis, d'une main assurée, elle saisit les insignes royaux. Un frisson parcourut l'assemblée, comme si la pierre elle-même reconnaissait en elle
la légitimité du pouvoir. Les tambours sacrés roulèrent, répondant à la prière des prêtres, tandis qu'un chœur de voix féminine entonnait un hymne ancestral. Les mots, incompréhensibles pour beaucoup, murmuraient la genèse des mondes et l'union des contraires, la haute terre de la Grèce et la basse Égypte, l'eau fertile du Nil et le feu ardent du désert. À chaque refrain, la jeune reine ferma les yeux et laissa résonner en elle cette connexion mystique, jusqu'à sentir sa poitrine vibrer comme la panse d'un grand tambour divin. Derrière les portes closes, les complots s'esquissaient dans la pénombre. Le général Gabinius, dont la loyauté fluctuait entre Alexandrie et Rome, échangeait à voix basse avec Pothinos, régent officieux et maître des coffres royaux. Leur chuchotement évoquait l'envoi de messagers à Octave et Marc-Antoine, comme pour enterrer l'influence romaine dans les intrigues égyptiennes. Mais nul n'osait trahir ouvertement la souveraine, tant sa présence irradiait une autorité souveraine. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Cléopâtre arpenta la salle du trône, balayant l'écrin de ses prunelles sombres. Chaque invité sentit son regard effleurer sa conscience, comme un oracle scrutant les âmes. Un mouvement parcourut la foule. Les barons méridionaux, fiers de leur lignée nubienne, inclinèrent la tête, tandis que les notables de Memphis, soucieux de préserver l'ordre ancien, en firent de même, marquant unanimité et respect. Elle prononça alors les premiers mots de son règne, dans un grec solennel, sous-titré par les scribes en démotique pour le peuple. « Je jure de préserver l'harmonie du Nil, de défendre la tradition des dieux et d'assurer la prospérité de chaque citoyen, du plus humble pêcheur au plus orgueilleux pharaon. » Sa voix, grave et mesurée, résonna dans la salle comme une promesse d'équilibre, et pourtant laissait percevoir une flamme vive, prête à embraser les résistances. À l'issue de la cérémonie, le peuple d'Alexandrie se massa devant les balcons du palais. Les flots humains, drapés d'étoffes bariolées, brandissant des branches de papyrus et d'olivier, symboles de paix et de victoire. Les chants s'élevèrent, mêlant le copte ancestral aux accents grecs, comme un écho du passé et une célébration de l'avenir. Cléopâtre, juchée sur le marbre, répondit à cette acclamation par un geste calme, levé de main lente, accordant sa bienveillance et à la foule en délire. Toutefois, dans l'ombre des portiques, les émissaires romains observaient en silence. Ils savaient que cette accession n'était pas seulement un transfert de pouvoir, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la lutte d'influence entre l'Égypte et la République. Un regard suffit. Antony, au front carré et à la barbe de jais, nota chaque détail. Octave, plus discret, grava l'image d'une reine jeune et déterminée. Leurs ambitions se joueraient désormais à la cour, dans les festins diplomatiques et les alliances secrètes. Lorsque le soleil atteignit son zénith, la première audience royale s'ouvrit. Les conseils de guerre, les négociations commerciales et les jugements de droit coutumier allaient rythmer les premiers mois de son règne. Mais en cet instant, alors que la clameur s'estompait et que les colonnes retrouvaient leur silence, un souffle parcourut le trône, celui d'une souveraine prête à défier l'histoire, à composer avec les dieux et les empereurs, et à faire de l'Égypte l'écrin de sa légende. Ainsi s'achevait l'accession de Cléopâtre au trône, un prologue empreint de mystère et de majesté, annonçant les alliances fragiles, les trahisons subtiles et les passions brûlantes qui allaient bientôt embraser la Méditerranée.
Partie 2. Les jeux du pouvoir. Après l'effervescence de l'accession, le palais s'enfonça dans une atmosphère plus feutrée, où chaque couloir devenait un champ de manœuvres silencieuses. Cléopâtre glissait entre les colonnes immaculées, vêtue d'une tunique de lin bleu pâle, tandis que ses conseillers la suivaient à distance, scrutant le moindre signe de fatigue ou d'hésitation. Dans le grand péristyle, les bassins miroitaient sous la lumière crue du jour, et les nymphéas flottaient comme autant de messages codés. Le blanc pour la paix, le rose pour la passion, le pourpre pour l'autorité. Dès le matin, elle recevait tour à tour les gouverneurs des provinces. Le satrape de Cyrénaïque, voilé d'inquiétude, plaidait pour une taxe portuaire réduite. Le stratège de Chypre négociait la remilitarisation de l'île, et les représentants des cités grecques de la côte contestèrent la mainmise croissante des marchands romains sur les entrepôts d'huile et de vin. Cléopâtre les écoutait en silence, doigts effleurant le bord ciselé de son sceptre. Quand elle parlait, sa voix, profonde et posée, pesait chaque mot. Parfois, un sourire malicieux, parfois un froncement de sourcils, suffisait à rappeler la balance des pouvoirs. Dans la salle des cartes, un vaste tableau de bois recouvrait le mur du fond. Il représentait la Méditerranée, constellée de cités-États, d'îles disputées et d'ennemis potentiels. À ses côtés, le secrétaire Epainetos ajustait ses tablettes de cire, prêt à consigner chaque ligne de la prochaine directive. Fortifier les ports de Bérénice, lancer une expédition de repérage au sud de la Nubie, autoriser un convoi de navires à contourner la Crète pour éviter la surveillance romaine. Lorsque Cléopâtre pointait du doigt un trait de plume, un frisson parcourait la salle. C'était un acte de volonté, la signature d'une stratégie millimétrée. Pour mieux asseoir son autorité, elle improvisa un banquet privé au cœur du palais, réunissant 80 membres influents de la cour, satrapes, généraux, prêtres et marchands. Les tables disposées en nu-ploître sous les coupes de vin épicé, les assiettes de poissons marinés dans l'huile de cèdre et les corbeilles de fruits exotiques. Les torches aux parois de verre bleu projettent une lumière chaude, tandis qu'un quatuor de lyres entonne un air mélancolique tiré des chants éleusyniens. Cléopâtre, assise au centre, sirote lentement un hydromel parfumé à la fleur d'oranger, observant les alliances naissantes. À sa droite, le général Ganymède, héros des campagnes nubiennes, échangeait avec l'ambassadeur de l'Inde, sous cape secrète de l'empereur éléphantin, un pacte de fournitures d'ivoire et d'ébène. À sa gauche, Potinos, le régent évoquait en aparté des prêts bancaires contractés auprès de cités syriaques, replacés en arrière-plan comme un exemple de prudence financière. Les prêtres de Khonsu invoquaient la lune pour garantir la protection nocturne, tandis que les philosophes d'Alexandrie discutaient la nocivité des marbres importés de Paros. Dans cette ronde diplomatique, chaque sourire et chaque hochement de tête portait un sous-texte politique. Entre deux bouchées de dattes confites, Cléopâtre se levait parfois, parcourant la salle d'un pas léger. Ses pas faisaient craquer le dallage, rappel discret que c'était elle qui dictait le tempo. Un convive se hasarda à lui souffler une suggestion. « Majesté, envoyez un émissaire à Rhodes pour s'assurer de l'allégeance des marins. » Elle hocha la tête, invitant le porteur de parole à poursuivre. Quand on osa lui conseiller de solliciter le soutien de Cicéron, elle laissa échapper un rire doucement moqueur. « Pourquoi mendier l'amitié de ceux qui craignent déjà mon ombre ?»
Les visages se tendirent. La mise en garde était claire. Mais derrière la façade du banquet, l'ombre de Rome planait. Des espions galopaient sur les routes côtières, rapportant chaque échange à leur maître. Les navires de la 14e Légion, ancrés à Pselchis, guettaient la moindre cargaison de bois de cèdre utile à la construction de galères. Et dans les alcôves du palais, Gabinius préparait une missive à Marc-Antoine. Proposer l'alliance d'Arsinoé, la jeune sœur de la reine, en échange de la reconnaissance du pouvoir ptolémaïque sur Chypre. À l'aube suivante, Cléopâtre convoqua ses proches dans la chambre des Émeraudes, sanctuaire privé où les murs de pierre verte renvoyaient un vertige apaisant. Là, elle exposa son plan, conclure un traité avec les pirates crétois pour harceler les convois romains, tout en lançant une série de représentations théâtrales célébrant la splendeur d'Alexandrie et son rôle de carrefour culturel. Les rires légers qui s'élevèrent furent soudain tempérés par la gravité de son regard. Ces jeux du pouvoir, expliqua-t-elle, ne sont pas une simple joute verbale, ils sont la clé de notre survie. Dans ce murmure de velours, tous comprirent que la jeune reine avait appris à déjouer les pièges de la diplomatie, à manier l'or comme une arme et à user de la ruse comme d'un bouclier. Le Nil, en contrebas, coulait toujours, impassible, prêt à irriguer les champs de la victoire ou à emporter les bâtisseurs dans ses flots capricieux. Et dans le silence feutré du palais, on entendait à peine les échos étouffés des carrosses filant vers les ambassades, signant la continuité d'une guerre sourde où s'affrontaient les empires et leurs marionnettes. Ainsi se jouait, dans les couloirs de l'arène, la première partie d'un tournoi sans merci, où chaque allié pouvait devenir ennemi et chaque sourire une trahison possible. Cléopâtre, loin des fastes cérémoniels, façonnait le destin de l'Égypte à la pointe de sa volonté, prête à transformer les jeux du pouvoir en une symphonie maîtrisée. Partie 3. L'alliée romaine. Le soleil d'octobre se couchait sur Alexandrie, déversant un couchant d'or et de pourpre sur les toits de tuiles vernissées et le labyrinthe des quais. Dans le port, les flots du Léthé, courant parallèle au Nil, clapotaient contre la coque d'une flotte romaine, aux voiles lourdes de sel. L'air, chargé d'embruns et d'épices, portait le grondement sourd des galères ancrées, prêtes à débarquer la puissance de Rome. Cléopâtre, drapée dans un manteau de soie blanche brodé de fils d'argent, attendait sur la terrasse du palais, l'œil fixé sur l'horizon où se dessinait la proue d'un navire plus haut et plus majestueux que les autres, celui de Caius Iulius Caesar. Lorsque la chaloupe s'approcha, sous les arches sculptées de l'aqueduc, son capitaine appela le nom de la reine d'une voix rauque et solennelle. Cléopâtre, entourée de ses gardes à l'armure délicatement ciselée, descendit les escaliers de marbre en silence, chaque pas résonnant comme un décret muet. Les cordages gémirent sous la tension, tandis qu'un parfum puissant d'encens et de myrrhe s'échappait du palais pour envelopper le visiteur. Au bas de la jetée, elle fit face au général romain, le corps musclé sous la toge, la barbe soigneusement taillée, les yeux perçants cherchant une vérité dans son regard sombre. Leurs mains se frôlèrent d'abord, hésitantes, avant de se serrer dans une poignée ferme et respectueuse. Son nom, prononcé en grec avec une tessiture grave, résonna comme une invocatrice de sortilège. « Je suis Cléopâtre, » dit-elle, « reine des rois et maîtresse du Nil. » César inclina la tête,
comme devant un oracle vivant. Le vent se leva, projetant sur l'eau des ondulations d'argent. Un ibis solitaire passa au ras du pont, androgène, messager d'Isis, présageant une union qui défierait les ordres du monde. Ils montèrent côte à côte dans les salles fastueuses du palais. Les tentures pourpres absorbèrent la lumière des lampadaires à huile, tandis que les mosaïques scintillaient d'éclats de verre et de pierres semi-précieuses. Autour d'eux, le cœur feutré de leurs conseillers brouillait les langues. Traducteurs grecs, secateurs égyptiens et lictors romains échangeaient des regards nerveux. Cléopâtre fit signe d'écarter les conseillers, imposant un cercle intime. Le silence retomba, lourd d'enjeu, fixé par le crépitement des torches et le frémissement des lourdes tentures. Dans un geste mesuré, elle désigna une table basse où reposait un plateau d'ivoire incrusté de lapis-lazuli, des coupes de vin aromatique, des dattes noires pressées et un miel épicé. Elle invita César à goûter, observant la tension perlée dans ses traits, alors qu'il portait le fruit à ses lèvres. Chaque goutte de ce vin, murmura-t-elle, a traversé les vergers d'Énas. Chaque date, le secret des oasis de Siwa. Pour marcher à mes côtés, il te faudra comprendre la patrie de ses saveurs. Lui-même, Romain farouche, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Dans les crins du palais, Cléopâtre tissait un pacte de sens et de sensibilité. Leurs discussions dérivèrent bientôt sur le champ de bataille. La question des dettes contractées par Ptolémée XII auprès de la République et le fragile équilibre des légions post-pharsales. La voix de Caesar, incisive et méthodique, résonnait contre les murs d'onyx. « Je viens te proposer l'alliance », expliqua-t-il, « non comme un maître, mais comme un partenaire. Rome te reconnaîtra comme reine légitime si tu consens à abandonner tes dettes et à offrir des vivres aux garnisons d'Orient. » Cléopâtre inclina la tête, son regard s'éclairant d'une lueur farouche. « Mes soldats veilleront au grenier du royaume. Mes navires ouvriront tes routes maritimes. Mais souviens-toi, général, je ne suis ni vassal, ni ami, acheté. Ma loyauté se conquiert, se mérite et se préserve par l'honneur. » Un silence sacré accueillit ces mots. Les torches vacillèrent, projetant sur leurs visages des ombres mouvantes, comme si les dieux eux-mêmes hésitaient à trancher. Puis César esquissa un sourire en coin, dévoilant l'éclat d'une assurance nouvelle. « Que les dieux d'Égypte et de Rome scellent en ce pacte, » répondit-il. « Toi la reine philosophe, moi le général homme d'État, ensemble nous écrire l'avenir de la Méditerranée. » À l'instant où leurs mains se joignirent une seconde fois, l'écho lointain d'un sistre retentit dans la salle voisine. Les prêtres avaient entamé un rituel en l'honneur d'Isis et de Jupiter, mêlant les percussions métalliques du tambourin à la profondeur du corps romain. Le bruit monta, se répandit le long des galeries, puis franchit les colonnes du grand atrium pour gagner les toits et les ruelles. Le peuple, penché sur les remparts, crut reconnaître le son d'une nouvelle ère. Avant que la nuit ne s'épaississe, Cléopâtre guida César vers le balcon donnant sur le phare. Là, la flamme sacrée vacillait au sommet de la tour, dirigeant ses feux vers le large. Le vent du large soulevait ses cheveux comme une auréole, et la mer attirait ses promesses vers l'infini. Elle posa sa main sur son bras, prononçant une incantation à voix basse. « Que cette lumière guide nos pas, et que le Nil chante à nos côtés. » Dans le reflet des eaux, ils virent leurs silhouettes s'allonger, mêlées comme deux ombres unies. Quand César repartit vers Rome, escorté par les galères légères,
Cléopâtre resta longtemps à contempler la mer Noire, où se dissolvaient les silhouettes des navires. Elle savait que l'alliance romaine lui conférait un pouvoir sans précédent, mais aussi qu'elle plaçait son pays sous le regard inquisiteur de la République. Les étoiles s'allumèrent une à une dans le ciel d'encre, et l'on racontait que, cette nuit-là, Isis et Vesta chuchotèrent ensemble, décidant du sort des hommes. Dans le souffle du zéphyr, le destin entamait son plus grand chapitre, mêlant trahison, passion et ambition, sur la scène vivante du monde antique. Chapitre 3. Amour et tempête. Partie 1. La passion de César. Les lampes à huile jetaient leurs reflets dans les bassins de marbre du palais royal, dessinant sur les murs des arabesques vacillantes qui semblaient danser au rythme des battements du cœur de Cléopâtre. Cette nuit-là, la reine attendait César dans la galerie des colonnes noires, où chaque chapiteau sculpté portait l'image d'un faucon, symbole du dieu Horus, et d'un laurier, hommage à Jupiter. Odeur d'encens de cèdre et de myrrhe tourbillonnait dans l'air, mêlés aux parfums plus discrets de sa propre chevelure, infusée de rose et de jasmin. Lorsque la grande porte s'ouvrit, un souffle parcourut le long couloir. César entra, drapé d'une toge pourpre bordée d'écarlate, le pas assuré, les yeux brillants d'une lueur à la fois curieuse et admirative. À la lueur des flambeaux, son visage prenait une autre dimension. La carrure de conquérant se muait sous cette lumière intime, en traits plus vulnérables, presque d'artiste contemplant sa muse. Cléopâtre, drapée d'une robe d'argent brodée de fils d'or, était appuyée contre une colonne. Son regard l'accueillit comme un orage qui se devine avant d'éclater. Sans un mot, ils se mirent à marcher côte à côte le long du corridor. Sous leurs pas, les mosaïques de pierre polychrome racontaient des scènes de batailles et de festins, et chaque figure, chaque tesselle, semblait vibrer sous l'intensité du silence qui grandissait entre eux. Seul résonnait le souffle mesuré de leur respiration et le froufrou léger des tissus. Dans l'ombre, un groupe de serviteurs retenait son souffle, comme si la moindre intrusion eût brisé l'alchimie fragile. Arrivés devant un balcon, ils découvrirent la mer agitée par un souffle de sirocco. Les vagues déferlaient en crêtes d'écume phosphorescente, tandis que l'écume glissait contre les pilotis du phare d'Alexandrie, scintillant de reflets dentelés. Cléopâtre s'appuya sur la balustrade de pierre, tendit la main et laissa tomber une feuille de papyrus blanc dans le vide. Elle regarda le vent l'emporter, folle d'un bonheur indicible. César plaça sa main sur la sienne, enveloppante et douce. « Ta confiance me porte bien plus loin que mes légions », murmura-t-il. Leurs mots, susurrés, avaient la force de serments anciens. Il raconta la mémoire de Rome, la victoire de Pharsale, le poids de ses ans et de ses conquêtes. Cléopâtre, à son tour, évoqua les jardins suspendus d'Alexandrie, la sagesse d'Hermès Trismégiste et les présages qu'elle lisait dans les étoiles. Elle parlait de son peuple, de l'amour qu'elle lui portait, de la peur de trahir sa terre en aimant un étranger. À chaque confession, leurs visages se rapprochaient, et l'air, saturé de sel et d'encens, vibrait d'une tension électrique. Lorsque César la contempla, il surprit un éclat nouveau dans ses yeux, la flamme d'une souveraine éprise, prête à sceller un pacte de chair et d'âme. Il l'attira doucement contre lui. La chaleur de son corps la fit frissonner comme une feuille sous la brise nocturne. Leurs lèvres se frôlèrent, hésitantes,
avant de s'unir dans un baiser à la fois tendre et brûlant, semblable à la rencontre du désert et du feu sacré d'Héphaïstos. Autour d'eux, l'ombre des colonnes s'étirait, comme des géants silencieux devant le prodige de leur union. Ils demeurèrent enlacés, bercés par le murmure de la mer et le chant lointain des sirènes du Léthé, convaincus que le monde pouvait bien s'effondrer autour d'eux. Rien ne comptait plus que cet instant d'éternité. Dans un geste presque cérémoniel, Cléopâtre enleva le collier de perles qu'elle portait, le fit glisser de son cou pour le déposer entre leurs mains jointes. Les perles roulèrent, capturant la lueur des lampes. Elle murmura « Voici mon royaume ». Puis, glissant la main dans sa toge, César en tira un anneau de bronze gravé de l'aigle romain. Il le passa au doigt de la reine, et voici mon serment. Peu importaient les complots qui bouillonnaient dans les salles du pouvoir, les messagers affolés courant vers Rome, les chaînes d'or tissées par l'ambition. Sous le firmament d'Alexandrie, deux souverains scellaient une alliance plus puissante que toutes les lois humaines, celle de l'amour, faite de passion, de stratégies conjuguées et de promesses murmurées à l'oreille des dieux. Ils regagnèrent la galerie, leurs pas désormais plus légers, comme portés par une ivresse nouvelle. Derrière eux, un esclave éteignit les lampes, plongeant le palais dans l'obscurité feutrée, où seul subsistait le parfum de la myrrhe et l'écho flottant de leur voix. César effleura la joue de Cléopâtre. « Que les étoiles témoignent, dit-il. » Elle lui offrit son sourire le plus secret, et tandis que l'aube commençait à rosir les nuages, ils s'évanouirent dans les appartements royaux, où la passion s'écrirait bientôt en pages invisibles, destinées à défier le temps. Partie 2. Les ombres de Rome. Les plis d'un voile d'onyx tombaient sur la chambre de Cléopâtre, tandis que la pleine lune dardait ses rayons argentés à travers les persiennes ciselées. Au-delà des murs épais du palais, le Nil glissait en silence, portant les échos lointains d'un monde que la reine commençait à craindre. Les courriers romains, envoyés de Rome et interceptés par ses spadassins, apportaient des nouvelles lourdes de trahison. La République, sous l'œil inquiète du Sénat, s'inquiétait de l'influence grandissante de César en Orient. Les couloirs d'Alexandrie, autrefois vivants du tumulte des fêtes et des proses diplomatiques, étaient désormais parcourus par des ombres furtives, échos lointains de complots ourdis à des milliers de kilomètres. Au cœur de la ville éternelle, le forum résonnait des débats enfiévrés. Cassius, la voix coupante, exigeait la mort de l'étranger devenu maître des destinées romaines. Brutus, plus réservé, craignait pour la paix civile, conscient que tout acte de violence serait un aveu d'impuissance. Les stèles de marbre voisinaient avec les statues de César vainqueur, et le vent méditerranéen semblait porter le murmure des conspirateurs, glissant entre les colonnes corinthiennes comme un poison lent. Dans les tavernes, on parlait à voix basse du retour de César à Rome, des entrées triomphales qu'il préparait, et de l'omniprésence de sa toge pourpre parmi les marches du Capitole. Cléopâtre, installée dans son cabinet de jade, tenait à la main un rouleau de papyrus scellé du sceau de Pompée. Elle caressa délicatement le sceau, conscient que chaque pli de ce message pouvait décider du sort de son royaume. Parfois, elle posait l'oreille contre la table, écoutant le crissement du papyrus déroulé, comme si la plus légère tension de la fibre lui révélait un présage. Les torches de bronze projetaient sur son visage un jeu de lumière dansante, donnant à ses traits
une allure de déesse funeste. Ses yeux, déjà familiers des intrigues, brillaient d'une lueur veilleuse, à moitié curiosité, à moitié défi. Dans un murmure, elle convoqua son plus proche conseiller, Théodotus, maître des archives royales. À voix basse, dans le secret d'un péristyle aux colonnes élancées, ils déchiffrèrent ensemble les allusions voilées du texte, des alliances scellées, des dettes oubliées, et la promesse d'une marche triomphale de César sur Rome, au mépris de tout lien avec l'Égypte, tandis que Théodotus transcrivait les noms des sénateurs hostiles. Un frisson parcourut la pièce. L'ombre d'un faucon sculpté sur le chapiteau sembla s'animer, ses ailes ouvrant un espace de menace silencieuse. Pourtant, Cléopâtre ne se laissa pas ébranler. Elle fit disposer des urnes d'encens d'Oliban et de styrax dans chaque antichambre, afin de purifier l'air et d'éviter que le mal ne s'enracine dans les esprits. Les prêtresses de Sekhmet, noirs voiles et cœurs déterminés, marchèrent en file, tambour au poing, évoquant la déesse vengeresse qui briserait toute main conspireuse. Chacune de leurs percussions résonnait comme l'annonce d'une sentence divine, rappelant à quiconque oserait lever le bras contre la reine que les dieux d'Égypte veillaient, implacables. Lorsque le détachement romain, conduisant les délégués, arriva au palais, escorté de licteurs au faisceau hideux, Cléopâtre les reçut dans la salle des cartes. Là, le plafond, peint de constellations, semblait ouvrir une voûte céleste où elle pouvait lire la trajectoire des astres. Un ciel zébré de lignes blanches indiquait la route de la lune, annoncée comme complice de ceux qui œuvraient dans la nuit. Les envoyés romains, mal à l'aise, gardèrent le silence devant le prestige de leur hôtesse, tandis qu'ils attendaient la réponse qu'elle accorderait aux injonctions du Sénat. Elle leva la main, caressant le parchemin d'un geste lent et calculé, puis prononça les mots qui pèsent plus lourd que les épées. « Je respecte l'histoire de Rome et la mémoire des siens », dit-elle en latin, soigné, « mais je ne peux accepter que la liberté de mon peuple soit mise en balance contre vos intérêts. Rome sera toujours la bienvenue en Égypte, mais sous mon égide et selon les lois de la terre du Nil. » Chaque syllabe semblait creuser un fossé plus large entre elle et les rugueux émissaires, tandis que les lustres de cristal tremblaient, comme secoués par un tremblement intérieur. Les portes claquèrent derrière les Romains, emportant avec eux un silence de deuil. Dans les jardins suspendus, les fontaines gémissaient, et le clapotis de l'eau sur les vasques de porphyre résonna comme une onde de choc. Cléopâtre, le regard fixé sur les bassins et les jasmins nocturnes, sentit la présence d'Isis à ses côtés. Dans un souffle, elle murmura une prière en vieux copte, implorant la déesse mère de lui accorder la force de résister aux ombres grandissantes. De retour dans sa chambre, les palmes tressées de son lit frémirent sous le souffle d'un vent mystérieux. Elle se coucha, mais dormit à peine. Ses rêves furent tentés par les silhouettes des conjurés romains, sculptures de pierre plus vivantes que nature, brandissant des poignards. À l'aube, des rayons de soleil filtrèrent à travers les tentures, et elle se réveilla avec la certitude qu'il fallait agir. Sans hésitation, elle ordonna la mobilisation des galères fines, non pas pour la guerre, mais pour convoyer des émissaires vers Rome même, porteurs de présents rares, papyrus enluminés, perles du désert libyen et des rois caïmans empaillés pour émerveiller la noblesse. Dans le secret des fastes navires, une expédition diplomatique se préparait. Des coursiers, chargés de mots soigneusement pesés, traverseraient par tort la mer
pour affirmer que l'Égypte n'était pas un fief romain, mais un royaume souverain, et tandis que les voiles se gonflaient sous le souffle du levant, Cléopâtre, depuis la tour du phare, contemplait l'immensité liquide, prête à envoyer ses voix défiantes parmi les palais de marbre de Rome. Ainsi, sous les ombres menaçantes de la République, la reine tissait sa toile de diplomatie, de ruse et de spectacle. Elle avait compris que ce n'était pas la puissance des légions qui assurait l'équilibre des empires, mais la force des histoires qu'on y racontait, contes d'honneur, sacrifices rituels et promesses gravées dans le cœur des hommes. Et dans le silence vibrant du palais, on disait que chaque flamme de torche portait en elle un message codé, prêt à éclairer la voie d'une souveraine déterminée, à faire de l'Égypte non pas une proie, mais la flamme vive qui consumerait les illusions de ceux qui la croiraient soumise. Partie 3. L'étreinte d'Antoine. Lorsque les sarcophages d'Alexandrie eurent livré leurs secrets millénaires aux esprits curieux, le temps sembla se suspendre. Une flotte imposante, aux voiles noirs ourlés d'or, glissa sur les eaux tranquilles du Nil, ramenant à la cité l'un des 3 triumvirs de Rome, Marcus Antonius, visage buriné par la poussière des campagnes d'Orient, bras nus polis par l'effort, colombe et foudre à la fois. À son approche, les eaux miroitèrent, capturant les reflets du palais, comme pour annoncer une rencontre qui défierait l'histoire. Antoine aborda sur le quai, escorté par sa garde prétorienne. Sous le dais de parchemin brodé, Cléopâtre l'attendait, parée d'une tunique pourpre bordée de motifs chaloubes, ses tresses relevées en une coiffe complexe évoquant les entrelactes d'un serpent sacré. Le vent, chargé d'épices et d'humidité, jouait dans ses voiles, et l'arôme enivrant du lotus flottait autour d'elle. Quand leurs regards se croisèrent, on aurait dit que 2 mondes se heurtaient et se fondaient à la fois. Ils se saluèrent sans mots, dans un langage plus ancien que toutes les diplomaties. Antoine retira son manteau de poils de mouton, le posa sur les épaules de la reine, comme on pose un serment sur l'autel des dieux. Elle posa sa main sur son avant-bras et murmura dans un grec délicat « Sois le bienvenu en ta demeure, où chaque pierre porte l'ombre des pharaons. » Il inclina la tête, la gorge nouée, et répondit en latin « C'est auprès de toi, ô Cléopâtre, que j'ai appris le poids du pouvoir et le goût de la liberté. » Ils gagnèrent la terrasse supérieure, où un banquet fastueux les attendait. Des colonnes de marbre rose soutenaient un plafond d'étoilés, peint à l'or fin pour rappeler le ciel de Memphis, et des candélabres en bronze diffusaient une lumière chaude. Autour d'eux, les musiciens d'Égypte et de Syrie s'étaient unis, luth éthérée, flûte de roseau éclatante, tambours graves. Leurs accords créaient un tissu sonore où les échos romains se mêlaient aux modulations orientales, tissant une mélodie polyglotte. À la table, les mets défilaient dans un cortège majestueux. Pigeons rôtis garnis de dattes et d'amandes, raies grillées nappées d'huile de cèdre, grappes de raisin noir posées sur des feuilles de vigne et une coupe de vin épicée à la rose et à la coriandre. Cléopâtre invita Antoine à goûter un raisin, qu'elle éplucha avec la délicatesse d'une prêtresse, prodiguant un ornement sacré. La pulpe juteuse éclata sur ses lèvres, et il vit dans ce simple geste le symbole d'une alliance scellée dans l'intimité des sens. Leurs conversations, d'abord prudentes, s'enflammèrent bientôt. Il lui parla des légions fatiguées,
de la menace parthe qui grondait au-delà de l'Euphrate, et des intrigues ourdies à Rome par ceux qui redoutaient sa puissance. Elle répondit par des confidences sur les temples inexplorés de Nubie, sur les oracles du sanctuaire de Siwa et sur le pouvoir des rêves lorsqu'ils sont gouvernés par le Nil. À chaque mot, l'intensité de leur regard creusait un puits d'intimité où se reflétait à la fois la géographie des empires et la topographie de leurs âmes. Soudain, un fracas retentit. Les troupes nubiennes, gardiennes de la reine, s'alignèrent sur la terrasse, hallebardes luisantes et plumes d'autruche au vent, comme pour rappeler que ce moment d'extase était aussi un geste politique. Antoine se leva, frappa du poing sur la table et invita les soldats à admirer la jeune souveraine. Dans la lumière tremblante, chaque lame étincela, et l'écho métallique résonna sur les colonnes, soulignant la porosité des sentiments et des armées. De retour auprès de Cléopâtre, Antoine posa son front contre le sien, énorme offrande d'une vulnérabilité rarement tolérée sur les champs de bataille. Elle ferma les yeux, laissa couler une larme silencieuse, puis desserra ses doigts pour laisser passer un anneau qui l'y glissa. Un cercle d'or noirci par le feu, gravé du monogramme de Marc-Antoine et de son aigle impérial. Le geste, plus qu'un bijou, était un serment muet. Ils étaient unis pour l'éternité, défiant le ciel et la terre. Ils s'enfoncèrent ensuite dans les jardins suspendus, tapis de jasmin et de mandragore, où les cheminées aromatiques répandaient une brume colorée. Les fontaines sourdaient dans un silence feutré, et la rosée déposait des perles irisées sur les feuilles. Là, sous un arc de roses pures et de glaïeul sang, leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser long et profond, chargé de promesses et de fatales catastrophes. Chaque note de musique semblait s'arrêter pour écouter la mesure de leur union. Chaque souffle comptait comme une incantation d'amour. Au-delà des murs du palais, Alexandrie bruissait. On prétendait que les poissons du port étaient plus nombreux, que le ciel était plus bleu et que les statues antiques vibraient de joie. Les astrologues annonçaient en secret une conjonction rare de Vénus et de Saturne, signe que les amours pleines de conflits donnent naissance à des légendes impérissables. Antoine, laissant traîner ses doigts sur les pétales, se pencha et chuchota. Que les étoiles gardent jalousement ce pacte, que nos ennemis tremblent devant la force de nos cœurs. Lorsque la nuit fut à son apogée, ils regagnèrent la salle du trône. Là, les prêtres nilotiques avaient disposé un autel de pierre blanche orné de scarabées d'or. Cléopâtre y versa de l'eau sacrée du Nil. Antoine y déposa une poignée de poussière de Delphes. Les deux éléments se mêlèrent dans un bouillonnement léger, provoquant un halo bleuâtre. Le dernier rituel de leur union scellé par Isis et par Jupiter. Un sistre tinta, un tambour gronda, et un lointain corps romain fit écho aux commentaires sacrés venus d'Orient. Dans cet écrin de sons et de lumière, leurs silhouettes se découpèrent contre le dais étoilé, deux figures royales prêtes à défier le sort. Ils se regardèrent une dernière fois, muselés par l'intensité de leur passion. Puis, la main dans la main, ils s'éloignèrent vers les appartements privés, où l'écho de leurs pas résonna comme un avertissement. L'amour le plus puissant forge les alliances les plus dangereuses, et seule une reine pouvait tenter de définir les limites du cœur. Ainsi prit fin l'étreinte d'Antoine, prélude à une épopée flamboyante où le rêve d'un Orient romain naquit dans la chair de deux amants.
et où l'ombre des complots vint déjà déchausser les pierres du palais. Le Nil, jamais dompté, emporta dans ses flots les échos de leur serment, prêt à le restituer un jour sous la forme d'une légende impériale. Chapitre 4. Crépuscule et légende. Partie 1. La guerre des empires. Le ciel d'août se déchirait en éclairs blancs lorsque les avant-postes d'Octavien apparurent à l'horizon, dépassant les collines arides d'Axiom. À l'aube, le chant lointain des cymbales et le roulis grave des tambours parcoururent les lignes romaines, alignées en rangs serrés sur la rive gauche de l'Ambracique. Les lances des soldats aux plumes rouges luisaient sous la lumière crue, dessinant une mer de points écarlates, tandis que des nuées d'étendards claquaient dans le vent, porteurs du signe auguste, le buste d'Octave encerclé d'un laurier d'argent. Sur la rive opposée, les galères égyptiennes et les trirèmes d'Antoine, parqués en un demi-cercle protecteur, attendèrent l'ordre de lever l'ancre. Cléopâtre se tenait sur le pont de l'Arétuse, sa galère amirale, un palmier sculpté en proue, ses voiles noirs ourlés d'or, semblables à une aile de corbeau scintillant. Elle observait, de ses prunelles sombres, la formation adverse, plus de 300 navires, armés de cornes de bronze et de catapultes. Autour d'elle, les officiers d'Égypte ressassaient les cartes marines, désignant les embouchures où l'eau douce du Golfe se mêlait aux courants violents de la mer Ionienne. Un souffle de sirocco, chargé de sable et d'embrun, souleva les traînes de son manteau de lin pourpre, comme pour annoncer la tempête. Antoine, drapé dans une toge pourpre tachée de sueur, s'approcha d'elle. Sa voix, rauque d'émotion, résonna dans l'air salin. « Ma reine, les vents sont contraires, et les dieux n'hésitent entre nos destins. Osiris ou Jupiter, qui portera le glaive de la victoire? » Au-dessus d'eux, un aigle fondit en piqué sur les mâts, criant son unanimité au-dessus des flots. Cléopâtre joignit ses mains gantées d'or et murmura un oracle en copte ancien. « Que l'esprit d'Isis guide notre première charge, et que la lune voile ses larmes, car nous ne naviguons pas seulement pour l'amour, mais pour la suprématie des empires. » Le signal fut donné lorsque l'amarre de la galère égyptienne se rompit sous la tension. Un cri de guerre monta des rampes ptolémaïques, mêlé à la clameur des légionnaires d'Orient, fidèles à Antoine. Les navires glissèrent, sur l'eau, comme une meute de fauves affamés. Les éperons de bronze heurtaient la coque adverse dans un fracas d'étincelles, et les échelles de corde puisèrent les combattants ennemis à la surface. Des jets de feu huileux, projetés par les catapultes, allumettes des gerbes orangées sur les ponts de bois, faisant éclore des incendies crépitants qui dévoraient le mât jusqu'à l'étai. À terre, Octave fixa la bataille depuis une colline escarpée, ses soldats en ordre de marche prêts à débarquer si l'étreinte maritime tournait à l'avantage d'Antoine. Il contempla ce déploiement titanesque, les lignes en croissant des navires clairs et sombres qui s'entrelaçaient, pareils à des dragons se disputant la mer. Dans sa main, il tenait un parchemin, le discours qu'il prononcerait au Sénat, vantant la défaite de la reine étrangère. Pour l'instant, il laissait la mer décider de son destin. Sur la proue de l'Arétuse, Cléopâtre sentit le tangage brutal, comme un cheval fougueux secoué sous un cavalier inexpérimenté. Les soldats égyptiens, armés de javelots et de boucliers de bronze, bandaient leurs muscles, tandis que les rameurs, frappant en cadence,
faisaient couler leur sueur dans la mer bleue. À la hauteur d'une frégate pontée de Rome, un son de trompette aigu fendit l'air. L'heure de la mêlée approchait. Les archers montés sur les unes décochèrent des volées de flèches enflammées, traçant dans l'air des traînées incandescentes, tandis que, en écho, les catapultes romaines répondaient par des boulettes de pierre. Le choc fit trembler les cales. Des cris de douleur, des ordres criés s'entremêlaient à la décharge sourde des catapultes. Un soldat égyptien, la cuirasse fendue par un éclat de pierre, s'effondra dans les flots, entraînant la rame et son rameur dans un tourbillon noir. Cléopâtre retint son souffle. Elle crut percevoir la voix de Sobek, le dieu crocodile, rugir sous la coque. Dans un geste déterminé, elle brandit son glaive orné du symbole serpent, exhortant les matelots, pour l'Égypte, pour la gloire. Antoine, surgissant sur le pont de son navire fixé à la Réthuse, leva une corne d'argent, un appel à la charge générale. Ses légionnaires franchirent le pont, sabres au poing, renversant les défenseurs romains. Leurs pas martelaient le bois dans un rythme de guerre, comme un tambour de sacrifice. La fumée des incendies envahit bientôt le pont, dissolvant les silhouettes en ombres dansantes. Dans ce chaos, Cléopâtre et Antoine s'avancèrent côte à côte, tranchant la mêlée, leur courage irradiant sous les torches d'huile. Lorsque le vent tourna, soufflant vers le large et attisant les flammes, la bataille prit une tournure décisive. Les navires romains, privés de visibilité, firent demi-tour ou s'entrechoquèrent, piégés par leurs propres lignes. Les éperons égyptiens, plus mobiles, profitèrent du désordre pour fendre les flancs ennemis. Des cris de panique montèrent des ponts romains, tandis qu'un feu grégeois déversé en flammes intenses consuma les gréements. La Réthuse, intacte, se dressait au centre d'un cercle de navires calcinés, majestueuse et invincible. Sur le rivage, Octave, stupéfait, contempla la débâcle. Ses légions, encore intactes, attendirent l'ordre de marcher. Mais il sut que la victoire navale d'Actium scellerait le sort de la guerre. Dans un geste rare, il inclina la tête en reconnaissance. La reine étrangère venait de triompher de Rome. Et dans le souffle du sirocco qui charriait les odeurs de bois brûlé et de sel, il murmura à voix basse « Dio, nous reviendrons. Le Nil n'abrite pas éternellement les rêveurs. » Alors que la nuit engloutissait la baie d'Actium, les galères égyptiennes rentrèrent au port d'Alexandrie, traînant derrière elles les flammes mourantes des épaves. La reine, coiffée de son diadème, trempée de sueur et de poussière, émergea du tumulte, les yeux brillants d'une lueur prophétique. Elle fixa l'horizon, là où la crête des vagues dessinait une ligne tremblante. Elle sut que cette victoire n'était que le début d'une guerre plus vaste, où s'entrelaceraient magie, mythe et la loi implacable des hommes. Dans le silence grandissant, on entendit l'écho lointain d'un sistre résonner dans un temple oublié, et le rire grave d'Isis sembla se mêler au grondement de la mer. Les empires venaient qu'en de s'affronter sous la coupe des dieux, et l'histoire, déjà, écrivait un nouveau chapitre baigné de sang et de flammes. Partie 2. La chute de l'ultime pharaon. Les flots noirs de la nuit enveloppaient les murailles d'Alexandrie, lorsque la rumeur de la défaite d'Actium parvint jusqu'au jardin suspendu. Le Nil, calme et vaste, semblait retenir son souffle sous la voûte céleste constellée, tandis que la reine,
drapée dans un manteau de pourpre sombre, marchait lentement parmi les lauriers odorants. Autour d'elle, les prêtresses de Sekhmet s'affairèrent à raviver les lampes fumantes, comme si la déesse vengeresse pouvait encore repousser l'inévitable. Mais l'air était chargé de l'odeur âcre du sang séché et du feu de navires calcinés, souvenir brûlant d'une bataille que l'Égypte avait perdue. Aux premières lueurs de l'aube, les galères d'Octavien remontèrent les canaux, imposant leurs barrières de coques métalliques devant les quais. Les éperons de bronze étincelaient sous un ciel pâle, menaçant. Les archers, postés sur les toits, décochèrent des flèches enflammées pour intimider, et les clameurs des légions romaines, martelant les tours de siège, résonnaient comme un glas funèbre. Les habitants, blottis dans leur demeure, guettaient le silence, conscients que chaque instant volé au destin rapprochait l'ombre de la soumission. Cléopâtre rassembla ses derniers alliés dans la salle du trône. Vaste alcôve, aux colonnes de sycomore et aux bas-reliefs évoquant les victoires passées. Autour du dais pourpre, les généraux d'Orient et les satrapes nubiens se tenaient droits, visage fermé. À la lueur vacillante des torches, la reine prononça d'une voix grave « Nous ne sommes plus que 12 000 âmes face à 100 000 légionnaires. Mais notre terre est la plus ancienne des magies, et l'Égypte ne ploiera pas devant la peur. » Son regard balaya la salle, embrasant les cœurs d'un ultime espoir. Pourtant, alors que les cornes de guerre romaines déchiraient l'air, l'alliance d'Antoine s'effritait. Les navires restants, empêtrés dans les filets et les décombres, dérivaient, victimes de la mer et du vent contraire. Le grand général, blessé par le déshonneur et rongé par la honte, se retira dans les appartements privés, fuyant l'œil des soldats et la pitié glacée de Cléopâtre. Sa voix, jadis tonitruante, ne résonnait plus qu'en écho halluciné, et il s'abandonna au tourment de la défaite. Dans la citadelle, les tambours cessèrent soudain, laissant place au claquement des armes et aux ordres criés. Les portes de bronze s'ouvrirent dans un fracas assourdissant. Les cohortes d'Octavien pénétrèrent la cité, formes sombres avançant entre des colonnes brisées. Les étendards romains flottèrent au-dessus des tours, chassant les bannières ptolémaïques. Cléopâtre, contemplant cette marée humaine, sentit le poids de l'histoire s'abattre sur ses épaules. Un frisson parcourut son échine, comme si le fantôme d'Isis lui murmurait la fin d'un cycle millénaire. Sous la menace des licteurs, la reine revint au palais, ses pas résonnant dans les galeries vides. Le marbre lisse reflétait son image vacillante, double manière qui lui rappelait son rang et sa chute. Elle se dirigea vers la salle des portraits, où les visages des Ptolémées, incrustés de pierres précieuses, la fixèrent d'un regard silencieux. Dans un dernier acte de défi, elle arracha la plaque représentant Cléopâtre Ière, scellant le présent d'un geste symbolique. L'ultime héritière rejetait le joug de l'étranger au prix de sa propre disparition. Peu après, la nouvelle parvint dans toute la ville. Marcus Antonius, acculé par le désespoir, s'était donné la mort. On le retrouva inanimé, la poitrine trouée par son épée. Un dernier message tracé de son sang sur le sein de Cléopâtre. Le souffle du vent dispersa la lettre sur le sol froid, où elle fut piétinée par les gardes romains. La reine, informée de la tragédie, ferma les yeux un instant, comme pour ancrer la douleur dans son cœur. Puis, sans trembler, elle ordonna qu'on lui apporte le brasero d'encens et le rouleau d'aspic, plante sacrée capable de porter le roi et la reine, ensemble dans la mort. Dans la chambre haute,
tapissée de velours noir brodé d'or, Cléopâtre s'étendit sur son lit de pourpre, en serrant entre ses doigts un petit flacon de poison concentré. Le parfum livre se mêlait aux volutes de myrrhe, tandis que la lune dessinait sur ses traits un masque immobile, plus beau et terrible que la vie. Quand les portes s'ouvrirent, elle ne sursauta pas. C'était Charmion, sa fidèle amie, sombre dans sa robe blanche, portant une coupe d'eau fraîche. Dans un souffle, la reine murmura « Verse le poison et ferme ma tête si je ralentis. » L'objet glissa sur ses lèvres, un trait invisible de destin. Le nectar amer emplit sa bouche, brûlant sa gorge d'un feu blanc. Elle serra les paupières, un sourire presque apaisé, effleurant ses lèvres. Autour d'elle, la pénombre s'épaissit, comme un manteau protecteur. Les pouvoirs anciens s'éveillaient, une dernière fois, pour accompagner sa descente vers l'oubli. La coupe se vida, le sang se fit lentement absent, et la reine, souveraine déchue, quitta ce monde dans un souffle silencieux, sous le regard de ceux qui l'aimaient ou la redoutaient. Lorsque les Romains pénétrèrent la chambre, ils trouvèrent le corps immobile, couronné d'un diadème scintillant. Octavien, debout dans l'encadrement, s'arrêta, frappé par l'éclat solennel de ce cadavre royal. « Qu'elle repose en paix », murmura-t-il. On annonça qu'elle serait embaumée selon les rites égyptiens et exposée dans le temple de César pour rappeler au peuple la grandeur et la tragédie d'une reine qui osa défier l'Empire. Mais, dans le secret des cryptes, les prêtres dissimulèrent le corps véritable, ne laissant aux générations futures que la légende d'une immortelle. Ainsi s'acheva la vie de Cléopâtre, dernière pharaone d'Égypte, dont la chute scella la fin d'un univers où les dieux marchaient aux côtés des hommes. Sa légende, tissée de passion, de pouvoir et de sacrifice, perdura dans le cœur des poètes, hantant les rêves d'Alexandrie et de Rome et faisant vibrer à jamais la mémoire du Nil. Partie 3. Les échos de l'immortalité. Après la disparition de Cléopâtre, l'Égypte demeura plongée dans un calme étrange, comme si le Nil lui-même retenait son souffle. Les premières lueurs de l'aube perçaient à peine la brume matinale, déposant sur les canaux étroits d'Alexandrie un éclat d'opale. Les barques glissaient sans rameur, conduites par le seul courant, et les pêcheurs, muets d'émotion, laissaient leurs filets se dérouler paresseusement dans l'eau tiède. Dans la cité, les colonnades du palais royal furent désertées. Les salles d'apparat, où résonnaient jadis les pas feutrés de la reine, restaient figées dans un silence solennel. Les mosaïques, couvertes d'un léger voile de poussière, scintillaient encore de leurs tesselles multicolores, comme pour rappeler aux passants la splendeur éteinte d'un royaume. Un chat égyptien, seul témoin de la scène, se glissa entre les colonnes, son pelage tacheté brillant dans l'ombre, avant de disparaître dans le labyrinthe des jardins effacés. Les prêtres d'Isis se rassemblèrent aux abords du temple principal, drapés de lin vierge, tenant à la main des cierges de cire d'abeille. Leur prière s'éleva en un murmure grave, invocations longues et lentes qui invoquaient la déesse mère pour qu'elle accueille l'âme de la dernière pharaone. Des volutes d'encens s'élevèrent jusqu'à la voûte céleste, dessinant dans l'air des spirales fugitives. Chaque note de la litanie semblait s'inscrire dans l'éternité, comme si le temps même se courbait sous la piété des fidèles. Au marché, les étals demeuraient étrangement pleins. Fruits exotiques
étoffes chatoyantes, bijoux d'or et de lapis-lazuli. Mais nul acheteur ne s'approchait. Les marchands accueillaient les clients d'un geste las, conscients que plus rien ne serait jamais comme avant. Les enfants, habitués aux cris joyeux des négociations, restaient muets, contemplant la foule ténébreuse comme un rêve brisé. Seule la clameur lointaine d'un corps résonnait, appelant peut-être un dernier hommage, ou bien saluant un départ vers un monde invisible. Dans le stade d'Alexandrie, où se déroulèrent jadis des courses de chars, enjoignant les foules à l'ivresse du spectacle, la poussière s'était déposée sur les gradins vides. Aucun carrosse ne fendait l'air, aucun hennissement ne rompait le silence. La mémoire des acclamations passées s'effaçait peu à peu. Seules quelques feuilles séchées tourbillonnaient sous la brise, entamant une danse nostalgique autour des arcs de triomphe inanimés. Même les bateaux chargés de blé, roulant habituellement leur cargaison vers l'intérieur des terres, demeuraient figés à quai. Les meuniers, vêtus de tuniques blanches, contemplaient le fleuve en se demandant si, désormais, les crues du Nil continueraient à nourrir les champs, ou si elles perdraient leur sens hors du regard protecteur de la reine aimée. Certains affirmaient entendre, dans le clapotis de l'eau, un chœur d'âmes absentes, comme un chant funèbre mêlé au roulis des vagues. Pourtant, l'Égypte ne tarderait pas à renaître de ses cendres. Les généraux romains, escortés par la 14e Légion, prirent possession du palais, y installant des camps de fortune. Les armées, drapées de briques et de toges, se disputèrent le butin royal, dispersant les trésors à travers les provinces. Mais, tandis que le pouvoir matériel changeait de main, l'essence même de la souveraineté ptolémaïque glissait vers le mythe. Les historiens d'Alexandrie, regroupés dans la grande bibliothèque, entreprirent de copier les œuvres de Calixène, d'Aristandre et de Philomèle, conservant soigneusement leurs récits de la reine. Les parchemins se succédèrent, décrivant son visage, ses discours et ses stratagèmes. Les lettrés rapportèrent les chants improvisés lors des banquets, les oracles dictés à la lueur des flambeaux et les mots échangés sur la terrasse du phare. Au fil des pages, naquit une légende plus puissante que le métal des sceptres, celle d'une femme hors du commun, capable de lier les destins de l'Égypte et de Rome par la seule force de son esprit. Les poètes, inspirés par ce travail de mémoire, composèrent des odes en langue égyptienne et en grec hellénique, glorifiant ses alliances, ses amours, ses batailles et son triomphe aux îles Cyclades. Les vers louaient sa beauté, plus éclatante qu'un lotus, ouvert au lever du soleil, sa voix, plus douce que le murmure de l'eau sur les quais, et son courage, plus large que le lit des crues du Nil. Chaque strophe était ciselée comme une offrande, un hommage à l'immortel Pharaon. Sur la côte, les marins portant les souvenirs des expéditions d'Antoine guidèrent leurs navires vers des ports nouveaux, racontant aux Phéniciens et aux Crétois les prouesses de la reine qui avait défié Rome. Les rumeurs se répandirent jusque dans les tavernes d'Ostie et dans les thermes du Palatin. Cléopâtre, disait-on, hante encore la flamme sacrée du phare, offrant son conseil aux marins égarés entre ciel et mer. On prétendait aussi qu'elle prenait la forme d'un ibis argenté, planant au-dessus des coques pour guider les navigateurs vers des eaux plus sûres. Dans les temples du delta, les fidèles déposaient des couronnes de fleurs sur les autels d'Isis, remerciant la déesse pour l'avoir accueillie et suppliant qu'elle unisse un jour la reine à son panthéon.
des processions silencieuses parcouraient tes canaux, éclairés par des lanternes de verre peint, où l'on lisait dans les hiéroglyphes des prières murmurées au creux de l'obscurité. Chaque lampe flottante portait un vœu, que l'ombre de Cléopâtre continue à veiller sur le royaume et à préserver l'Égypte des tempêtes à venir. Des siècles plus tard, lorsque l'Empire romain commença à s'effriter, on dit que l'âme de la dernière Ptolémée ressurgit dans le murmure du Nil, incitant les rebelles à résister et les sages à méditer sur la valeur du pouvoir. Les fresques s'effacèrent, certains temples tombèrent en ruine, mais le souvenir de la reine subsista dans les chants populaires, transmis de génération en génération. Ainsi les échos de l'immortalité se propageaient, tissés dans la mémoire des hommes, dans les plis des parchemins et dans la danse des étoiles. Cléopâtre, dernière pharaone, devint une légende vivante, résonnant dans les rêves des poètes et dans les présages des devins. Et si l'on l'interrogeait, l'Égypte répondit toujours par le même murmure. Elle danse encore dans les eaux du Nil et dans le cœur des peuples. Entre les flots tumultueux du Nil et les couloirs de marbre de Rome, Cléopâtre fut bien plus qu'une reine. Elle incarna l'alliance des mondes, la fusion du pragmatisme politique et de la magie sensuelle des dieux. Par son intelligence aiguë, son verbe envoûtant et son courage indomptable, elle sut manier sceptre et séduction comme deux lames d'un même glaive, façonnant un empire où culture et puissance se répondaient en écho. Son destin, éclairé par des présages célestes et jalonné de passions légendaires, fit vaciller les grandes puissances de l'Antiquité et réécrire les lois du pouvoir. À travers ses alliances avec César et Marc-Antoine, elle démontra que la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans la force des armes, mais dans l'art de tisser des liens, y compris ceux du cœur, pour transcender les frontières. Unique par son ascendance grecque et son dévouement à l'âme égyptienne, Cléopâtre demeure dans nos mémoires comme la pharaone étoile, dont le rayonnement a survécu à la mort. Son héritage, entre grandeur politique et mythe séducteur, rappelle que l'histoire la plus belle est celle où l'audace d'une femme peut changer le cours des empires. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir à travers les pages de l'histoire. J'espère que ce récit vous a apaisé et fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires au crépuscule pour découvrir de nouvelles aventures qui vous accompagneront vers un sommeil serein. Prenez soin de vous et à très bientôt.